Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pour parler pendant 1 heure du TFC. Autour de moi, une belle équipe de chroniqueurs, d'invités, plus ou moins réguliers, on va dire. On va commencer par les absents, bien sûr, parce que je suis toujours mal poli. On va commencer par embrasser Camille, qui est du côté de Barcelone. En tant qu'Auvergnat, ça le faisait rêver d'aller voir un club qui n'a pas d'argent, mais qui dépense énormément. Donc il va prendre conseil pour sa vie de tous les jours. On va saluer les présents maintenant, à côté de moi. Il a qu'une obsession de la vie, être le meilleur fauteuil du championnat. C'est Nathan. Comment ça va ? Eh ben, ça va. On revient d'un week-end éprouvant, mais ça va. À côté de toi, il y a Mehdi. Mehdi, c'est vraiment comme le barbecue. On le voit que l'été, du coup, on en profite beaucoup. Comment ça va, Mehdi ? J'allais te faire je trouve que l'animateur est beaucoup plus beau que d'habitude. Oh, c'est gentil, ça. Il sait qu'à chaque fois qu'il est pas là, je lui en mets plein la gueule à Camille, et ben ça continuera aujourd'hui. C'est une tradition, au final. Exactement. Ah là, ça perdure. Encore à côté de toi, on a le meilleur chauffeur VTC du championnat, c'est Fred, qui a découvert Aurillac avec des supporters toulousains. Comment ça va ? Ça va très bien. La voiture, ça va aussi ? La voiture, elle va très bien, ça lui a fait du bien. Elle a fait un petit périple de 6 heures. On a presque moins d'espace dans le studio que dans la voiture. Allez, juste à côté, on a Henri. C'est le meilleur invité du championnat. Je sais pas, mais de la feuille de match, c'est sûr. Toujours là, encore plus polyvalent que Silla. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Dayspace. Il est partout. Guide touristique aussi, on l'a découvert ce week-end. Guide touristique. Et speaker aussi. Et speaker aussi. Oui, je suis multicarte. Alors, comment ça va ? Ben, ça va très bien. Ravi Merci d'être là. Et nous aussi, ravis que tu sois là une fois de plus. En studio, en cabine plutôt, on retrouve Elliot. Je sais pas si c'est le meilleur technicien de la feuille de match. Si, quand même, c'est le meilleur technicien de la feuille de match, quand même, on va y accorder. Comment ça va ? Très bien. Après, tu peux dire que je suis le meilleur technicien parce que Mathis n'écoutera jamais les émissions. Il n'écoute pas les émissions qu'il monte lui-même, où il fait la technique, donc c'est sûr qu'à partir de là, tu prends pas trop de risques. Bon, on a encore un beau programme qui nous attend ce soir avec analyse actu du club, le point sur les abonnements, des nouveautés sur les accès pour les personnes en mobilité réduite, on verra ça avec Nathan. L'épisode 2 de retour en D2 sur les féminines du TFC. On fera aussi un point sur la pré-saison des jeunes et des féminines avec les amicaux et les premiers mercato, sachant que la reprise c'est pour bientôt. On rentrera aussi dans le vif du sujet donc avec le double débrief de la confrontation entre Clermont et le TFC ce samedi à Aurillac, puisque tout le monde était présent, à part Elliot et moi. Je gardais le petit, je ne pouvais pas venir. Et on terminera avec Ben, supporter niçois, qui nous présentera l'OGC Nice avant la première journée de Ligue 1 ce dimanche. C'est quand même plaisir de dire qu'on va présenter une journée de Ligue 1 là. Ouais. Donc, vous pouvez suivre cette émission en Facebook Live sur la page de la feuille de match, aussi sur Radio Occitania. Ce coup-ci, c'est Nathan qui sera derrière les réseaux. N'hésitez pas à l'insulter. Vous pouvez aussi nous suivre donc, avec le hashtag FDM Toulouse sur Twitter, FDM Foot. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, la feuille de match attachée. N'hésitez pas à envoyer des messages, à réagir. Et même si vous voulez appeler, le standard est toujours ouvert. C'est le 05 61 80 40 40. Et vous pourrez entendre la douce voix d'Eliott, qui me fait un bisou. C'est très radiophonique, ça aussi. Allez, tout le monde est prêt ici ? Ah oui. Yes. Allez, c'est parti pour la 164e émission. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Promis, on bosse à la feuille de match, on va vous changer les jingles avant la reprise championnat, mais c'est mal barré, donc avant la fin de l'année civile. Voilà, ça fait un objectif un peu plus atteignable, on va dire. Allez, un petit point sur les abonnements, puisqu'on a un peu plus de 9000 abonnés pour le TFC. C'est une saison, on ne va pas dire record, mais qui n'a pas été atteinte depuis très longtemps. Et surtout, ça correspondait aux objectifs qu'avait annoncé Olivier Jobert, le DG, qui avait dit qu'il espérait au moins 10 000 personnes pour cette remontée en Ligue 1. Il va y arriver, je pense. Oui. D'ici la fin du mois d'août, normalement. Lui, il espérait y arriver pour après Nice. Lui, c'est l'objectif, c'était après Nice. Au final, je pense que Fred peut en témoigner. Il y a du monde à la boutique du TFC pour aller retirer l'abonnement. Il y a du monde, en effet. Ouais. Tu y allais ce matin ? Ouais, j'y étais ce matin. Ouais, c'était midi et demi. Ouais. Il y a du monde, il faisait chaud. Mais bon, très bien organisé. Puisque le DG, M. Jobert, nous a même servi de l'eau. Vu l'heure, il peut vous servir l'apéro. On reconnaît bien Mehdi. Aussi. Ça prouve aussi qu'il y a quand même encore beaucoup de monde qui a choisi de garder l'abonnement physique et pas l'abonnement virtuel. On en parlait avec Henri, toi, t'as pris l'abonnement
Oui, Tu as le temps. sans doute comme beaucoup de supporters extérieurs à Toulouse. Pour des questions pratiques, et on a choisi plutôt l'abonnement virtuel. Quoique maintenant, je regrette un peu parce que quand même avoir la carte, c'est quand même un objet un peu particulier, un peu symbolique. C'est pas Mais c'est quand même impressionnant, hein, ce nombre d'abonnés. C'est impressionnant parce que si on arrive vers les 10 000, ça veut dire qu'un tiers du stadium, ce sera des sociaux. C'est pas rien. Très honnêtement, je n'ai pas les chiffres, hein, mais je serais curieux de savoir en quelle saison on a atteint les 10 000 abonnés. Jamais. Ouais, Apparemment, c'est après la déjà Ligue des peut-être Champions, arrivé, peut-être, non mais ça fait, en tout cas dans l'histoire récente, ça fait quand même très très longtemps, c'est sûr ça. Peut-être après les 2 saisons qu'on avait réussi, là où on finit 3e ou 4e, je pense qu'après. Peut-être. Quand tu finis 15-16e, je pense que. Non, ça c'est- motive moins c'est ça. plus compliqué, Donc, mais, Après, je vois peut-être il y a 12 ans, mais en soi, c'est énorme, quoi. mais ça prouve l'engouement et puis le phénomène TFC qui pour moi, il se passe quelque chose ici entre Toulouse, le foot, le TFC. C'est quand même symptomatique de quelque chose. En tout cas, les abonnements sont toujours ouverts, dépêchez-vous parce qu'il y aura bientôt plus de place en tout cas en virage près des supporters, parce que le virage Brice c'est quand même en tout cas la porte c'était pleine si je dis pas de bêtises, et le virage Brice ça risque de suivre. Pour celles et ceux qui veulent retirer leur abonnement avant le match de dimanche, la boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h, de 14h à 17h. N'hésitez pas à y aller. Fred. Et on rappelle aussi que c'est soit la carte physique, soit la e-carte. Voilà, pas les deux. Voilà. Avis aux collectionneurs, choisissez bien. En parlant de billetterie, on va passer aussi au point PMR avec toi Nathan, donc les personnes à mobilité réduite. Il y a du nouveau cette année pour accéder au stadium. C'est ça. Donc le fonctionnement, il reste quand même similaire à celui de l'an dernier. C'est-à-dire qu'il fallait réserver directement sur le compte. Donc on avait créé, on pouvait donc sélectionner sa place, l'accompagnateur également. Donc elles étaient au prix de 5 €. L'accompagnateur et la personne à mobilité réduite. Cette année, ça a un petit peu changé, donc j'ai essayé d'appeler la billetterie pour faire un point, mais ils étaient un peu occupés aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais du coup, ce qui a changé, alors on peut toujours prendre des places en ligne, mais c'est la tarification qui a changé. C'est-à-dire que les places sont plus chères et ça va se calquer. Donc j'ai pas eu de confirmation, mais ça se calquerait sur les prix qu'on peut trouver en virage. Donc admettons pour le match de Nice, c'est 18 € plus l'accompagnateur à 18 €. Le match de Lorient, c'est 6 € plus l'accompagnateur à 6 €. Et Reims, c'est 12 € plus un accompagnateur à 12 €. On pourra sûrement, au niveau des tarifs pour le PSG, tourner autour des 30 €, j'imagine, comme pour le virage. Donc c'est la plus grosse différence en fait qui a changé, mais le fonctionnement reste le même. Avec le compte qu'on a créé, on peut se réserver les places. Et les gens qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas de compte, en fait, il y a un formulaire à remplir et il faut envoyer donc ces pièces justificatives à billetterie@toulousefc.com pour que le compte soit créé et pour faire la démarche pour prendre les places en ligne. Et à noter également qu'ils ont avant il y avait des places en balcon qui n'existeront plus. Donc en fait, il n'y a qu'une seule plateforme, c'est en honneur sud. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les places ont augmenté, puisque les places seront quand même chères. Il y a pas mal de monde qui voudra venir au stadium, donc 20 places sur 30 000, c'est quand même très peu. Et que surtout, moi, c'est ce que je te disais dans la voiture, et je suis très surpris. Effectivement, il y a un nombre de places limité. Moi, je ne trouve pas normal qu'une personne PMR ne puisse pas être abonnée au Toulouse Football Club. Alors, on n'a peut-être pas la possibilité, j'en sais rien, mais pour moi, c'est un manque. C'est un manque. Ouais, c'est un manque, mais comme je le disais aussi, c'est par rapport au nombre de places qui est très faible. Je crois qu'à Barcelone, les personnes en situation de handicap, en fait, ils peuvent donner leur abonnement s'ils peuvent pas venir au stade, parce qu'il y a énormément de places. Là, sur 20 places, ce serait. Après, peut-être que s'il y a plus de demandes, il y aura plus de places aussi, j'imagine. Mais oui, évidemment. Après, l'an dernier, ce que je veux dire, c'est que si toi tu viens pas, tu peux toujours revendre ta place. J'en sais rien, tu peux. Je sais pas. Après, au final, ça me revient le coût d'un abonnement, hein, comme je disais, c'est comme si j'étais abonné à Virage toute la saison pour être en honneur sud. Donc ça fait quand même. Au niveau qualité-prix, bien sûr, mais toi, je sais que ça te dérange pas, mais moi, je trouve que le fait d'être abonné, ça a quand même une autre implication au sein du club, et moi, je trouve que vous devriez avoir accès à au moins un certain type d'abonnement. Après, apparemment, c'est peut-être pas possible, hein, mais
Je trouve pas ça bien. Après voilà, est-ce que Nathan est plus un spectateur ou un consommateur tout simplement? Ça c'est la question qu'on pourra lui poser si on le croise. Je viens que pour le PSG, moi. Ah, ça me fait plaisir là. Et tu la revends combien ta place en compagnon du coup? Ouais, entre 100 et 150 euros. Ouais. On peut en discuter après. On vous donnera l'adresse mail de Nathan en fin d'émission, en description, n'hésitez pas. Et comme Fred a des relations avec Olivier Jaubert ce matin, donc Qui lui donne des bouteilles d'eau. voilà, il va peut-être parler de cette situation. Je me parlerai ce soir. Parfait. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur les PMR et l'accès au stadium, Je suis le référent handicap de la feuille de match. voilà, Nathan se fera un plaisir de contacter la billetterie TFC pour essayer de trouver une solution, au moins vous apporter des réponses. Voilà, n'hésitez pas. Non, mais il pourrait y avoir un groupe ou une asso qui se crée au sein du TEF et qui intègre ces gens-là. Un groupe de supporters, ça existe ailleurs, hein, pourquoi pas chez nous? Ouais. Ouais, les Andy, on trouvera le nom. Voilà, c'est pour poser des noms. Je vais mais réfléchir, pourquoi j'ai pas de répartie aujourd'hui. J'aurais pas eu de mettre à côté de moi, ça impressionne, je comprends. Les meilleurs fauteuils du championnat. Ouais, non, c'est bien. On va passer maintenant à l'épisode 2, donc de Retour en D2, qui est donc la mini-série réalisée par le TFC sur les finales, que les féminines ont connu un R1 pour cette remontée en D2. Donc, tout simplement, autour de la table, est-ce que vous avez vu ce deuxième épisode? Oui, j'ai fait mes devoirs cette fois. Alors, vous en avez pensé quoi mais tiens, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Henri, t'en pensais quoi toi de cet épisode? D'abord, je pense que c'est très valorisant pour les filles d'avoir ce type de communication qui était, on pensait, plutôt réservé à l'équipe pro-masculine. Et je trouve que c'est très bien de la part du club de mettre, bon, il n'y a que 2 épisodes, mais de mettre en avant ça. Moi, j'ai beaucoup aimé les interviews et notamment les accents très locaux de nos féminines. Et ça prouve un vrai enracinement et puis une volonté du club. Voilà. Alors, c'est pas que de l'affichage. Je pense qu'il y a une vraie volonté de mettre aussi les féminines en avant. Et moi, je trouve ça plutôt bien. En plus, sur ce deuxième épisode, on a vu plus d'actions de jeu, je trouve. On a vu beaucoup plus de terrain. Donc, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Fred, tu partages ton avis? Ouais, pareil. C'était ce second épisode était axé sur l'avant-match contre Monaco. Donc petit côté du Prat aussi, avec la petite vidéo. Voilà, donc ça s'appelle 90 minutes, ce deuxième épisode. On peut voir quelques images un peu inside avant. On peut voir, il y a eu quelques progrès par rapport au premier épisode. Il y a eu comme l'inscription des normes en dessous des personnes, puisqu'on ne les connaît pas forcément, quoi. Après, oui, il y a quand même ce côté fraîcheur là, du semi-pro ou du semi-amateur, je ne sais pas comment on peut dire, quoi. Mais enfin, bon, on voit des filles qui vivent très très bien ensemble, qui fêtent la victoire dignement dans les vestiaires, qui ont une très bonne cohésion. Et non, c'est très positif comme format. Bon, on sait dès le départ où ça va nous amener. Ça va amener donc pas de suspense. vers des scènes de joie et de liesse, voilà. Mais mais ça les met en lumière et bon, puis elles le méritent quoi sur la saison. Et puis c'est confirmé aujourd'hui puisque je crois qu'elles ont été reçues par la présidente Comolli donc au stadium. Oui, cet après-midi. Oui. Donc ça veut dire que vraiment elles intègrent vraiment le TFC quoi de manière officielle quoi. Même si elles en faisaient déjà partie, mais bon voilà, ça veut dire que la section féminine est vraiment prise en charge par le TFC, donc façon Redbird. Nathan, Mehdi, c'est le genre de contenu que vous aimez voir, que vous espérez qu'il sera encore proposé par le TFC l'année prochaine? C'est bien de pouvoir mettre en avant toutes les sections, quoi. C'est vrai que les féminines, même nous on en parlait, voilà, on faisait quand même des petits retours sur leur parcours qui est hyper sympa. Mais c'est bien d'avoir le club en fait, qui met en avant tout ce qu'elles ont réalisé cette saison qui a été énorme pour elles aussi. Je veux dire, elles n'ont pas perdu beaucoup de matchs, ça a été hyper solide. Donc voilà, c'est valorisant, ça permet aux gens aussi qui suivent peut-être le TEF de loin de se dire qu'il n'y a pas que l'équipe 1 qui joue en Ligue 1, il y a aussi les filles de la section féminine qui se reconstruit, il y a beaucoup de renouveau, il y a l'entraîneur qui le disait aussi. Que voilà, c'était une priorité aussi de Comolli de faire que cette équipe elle soit conquérante. Donc voilà, je suis quand même c'est bien d'avoir ce genre d'épisode.
Ouais, tant qu'on est sur les féminines, on va parler maintenant de leur effectif parce qu'il y a un décalage dans la reprise des différents calendriers. Donc pour le coup, même si le TEF reprend dimanche, les équipes de jeunes, les féminines, elles commencent leur préparation pour la nouvelle saison. On a déjà eu pas mal d'informations sur le recrutement. C'est logique, il y a quand même beaucoup de turnover, surtout quand on monte en seconde division. Mais c'est aussi le cas donc, des autres équipes qui ont repris et qui ont déjà eu quelques matchs amicaux. On va commencer avec un point sur les effectifs des recrues des féminines. C'est avec toi, Fred, qui nous a préparé ça. Allez, on y va. Allez. Donc à ce jour, il y a 8 recrues qui ont signé donc à la section féminine du TFC pour la saison 2022-2023. Donc on a 2 joueuses d'Albi, Laurie Bessombe et Marion Moura. Donc la première était formée au TFC, elle était partie à Albi donc suite pour poursuivre des études. Donc elle est défenseur et surtout elle vient d'être sacrée championne du monde avec l'équipe de France militaire, donc la Coupe du Monde qui se déroulait donc aux États-Unis. La deuxième, Marion Moura, donc est une latérale de 25 ans, donc un peu plus expérimentée, donc qui était passée par le TFC entre 2013 et 2018 et qui affiche quand même 56 matchs de Division 2. Donc un petit gage d'expérience. Oui, de l'expérience là déjà. Ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons donc Maëlys Legrand qui arrive du Pôle Sport de Mérignac, donc une jeune attaquante de 18 ans. Nous avons Safia Tal qui arrive de l'AS Roma. Alors là, ça en jette. Donc elle avait été formée au Pôle Sport de Rennes, puis avait continué sa formation donc en Bretagne, donc au Stade Brestois et à l'Avant-Guingamp. Et donc après une saison donc à l'AS Roma, donc elle vient poser ses valises donc au TFC. Et puis donc c'est une attaquante donc âgée de 19 ans, donc encore très jeune comme Maëlys Legrand. Alors là on a ensuite Marika Lorando, une gardienne de but de 24 ans, qui arrive d'outre-Atlantique, et plus précisément du club soccer de Longueuil, qui était en première ligue soccer du Québec. Donc là c'est c'est une joueuse expérimentée. La data, est-ce que c'est la data? 24 ans, une joueuse expérimentée. Nous avons aussi donc une défenseuse centrale de 22 ans, donc Ava Jouvenel, qui arrive aussi des États-Unis, qui a été formée donc au Pôle Sport de Blagnac. Donc c'est une régionale et qui est partie s'expatrier 4 années donc en football universitaire américain, sachant que les USA restent quand même la patrie c'est une référence, la patrie du soccer féminin quand même. Ensuite donc il y a Lina Kelif qui arrive de l'USSM Malo, pareil donc un milieu défensif de 25 ans qui a été formé donc à l'Olympique Lyonnais et qui a elle aussi à son actif 70 matchs de Division 2. Donc là aussi donc une joueuse d'expérience formée dans le must des clubs européens, donc qui est l'Olympique Lyonnais. Et pour terminer, donc on a Solène Levesque qui arrive du HAC, donc le Havre Athlétique, une milieu défensif de 18 ans qui a été formée au PSG et qui a quand même la particularité d'avoir connu la Division 1 à l'âge de 16 ans. Donc peut-être une pépite comme on dit. Donc en tout cas donc 8 recrues avec un mélange avec un bon mélange de jeunesse et d'expérience pour ce retour en Division 2. Varié tant par les postes que par l'âge. C'est intéressant ce mercato, parce que c'est quand même 8 recrues, donc ça annonce aussi du fait qu'il va y avoir du monde. Alors on n'a pas le même recul que chez les hommes où on peut savoir plus facilement le profil de différents joueurs. Mais sur le papier, ça semble quand même un recrutement très intéressant. Et, il fallait. Oui, offensif, dans le sens, ils ne sont pas là pour se maintenir, ça montre quand même. Ça, on n'a pas le choix, parce qu'il y a beaucoup de descentes aussi. C'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a moitié d'équipes qui descendent, moitié d'équipes qui restent en des deux. Et je crois qu'il y a juste les premières de chaque groupe, de toute façon, qui montent. Avec la réforme, avec cette création de division de 3, donc il n'y a absolument pas le choix pour se maintenir. Hein. Je crois qu'il y a 6 descentes. C'est ça. Ouais. Donc, il y a 2 groupes de 12, donc voilà. C'est simple. Donc il ne faudra pas perdre son temps. À noter aussi la stabilité du staff. Avec toujours Antoine Gérard qui sera assisté de Gaëtan Quéré, Arnaud Martin, Stéphane Sajus et Yann Baleine. Donc ça note aussi donc, une forme de stabilité et puis de confiance en ce staff qui pour l'instant fait du très bon boulot. Quoi. Parfait, merci Fred. On va passer maintenant aux autres équipes jeunes, mais les autres équipes les jeunes, les masculines qui ont commencé un petit peu à reprendre, surtout du côté du U19 et de la N3,
la préparation avec toi, Mehdi, du coup? Yes, il y a une reprise l'avant-dernière semaine de juillet, voilà, autour du 25 juillet. Donc là, on est au tout début de la préparation avec les premiers matchs amicaux, que ça soit le premier match amical, que ça soit pour la N3 ou pour les U19. Donc la N3 a gagné son premier match avec des buts de Meshak Nyombo et de Ngako. Alors Meshak Nyombo, il faisait partie de l'équipe championne avec les U17. C'était le gaucher qui jouait milieu droit. Et Ngako, par contre, c'est une nouveauté parce que c'est un gamin qui arrive de région parisienne, donc c'est du nouveau. Alors, est-ce qu'il jouera avec les 19 ou la N3? Ça à voir, puisqu'apparemment, ils ont aussi joué 2 jours après tous les deux avec les U19. Ils ont remarqué tous les deux, tout simplement. Il y a aussi, ils ont battu Colomiers 2 jours après avec les U19, avec donc un but de Nyombo, Ngako et Kamate, pardon. Donc voilà, après c'est un mix, on a l'impression pour l'instant, les groupes vont se former petit à petit. Voilà, il y a vraiment un mix des U17 qui, alors je pense qu'ils vont jouer pour la plupart en U19, certains intégreront peut-être de temps en temps la N3. Voilà, avec les U19 de cette année qui ont fait le quart de finale contre le PSG. Voilà, donc mais il y a quand même un renouvellement dans cet effectif-là, puisqu'on a vu que pas mal étaient partis. Célestin, c'est Maoun. J'en ai pas d'autres en tête, mais voilà, ça a été assez renouvelé. Mais je crois voilà. qu'il y a 8 ou 9 départs. Je crois. Oui, mais c'est normal parce que c'est des gamins qui arrivent à 21-22 ans, qui n'ont pas eu forcément le contrat pro et qui vont aller s'aguerrir en national, en national 2, en national 3. Oui. Voilà, c'est le cheminement normal et c'est souvent pour ça que c'est dur pour les équipes 2 de club pro parce qu'il y a des renouvellements tous les ans, quoi. Et voilà, et puis on verra ce que ça donnera en sachant que gardez-le dans un coin de la tête, j'espère que je ne me trompe pas, mais la génération qui a été championne de France U17 l'année dernière, c'est l'équipe qui jouera à la Gambardella cette saison. Voilà, donc à suivre. Ouais. Une équipe de plus à suivre à Toulouse. Puisque la Gambardella, ce ne sont plus les U19, ce sont les U18 qui la jouent. Donc ça veut dire que ce ne sont que les premières années des U19, donc les anciens U17 de la saison dernière. Ouais, la Gambardella qui reste quand même une compétition, ça fait des années. Bon, quand on dit qu'on joue la Gambardella, quoi. On a fait la finale il y a 3 ans. Non, mais ça représente quelque chose. Ah oui. C'est vraiment une compétition qui existe depuis. C'est une génération qui est largement capable de faire un parcours. Après, je pense que sur chaque match de Gambardella, ils aligneront les meilleurs. Après, sur le reste, à cet âge-là, c'est presque mythique, quoi, la Gambardella. Oh, c'est mieux que le championnat de France, je pense, U19. Et merci Mehdi. On suivra toutes ces équipes de toute façon le long de l'été, au fil de la prépa, avec sûrement d'autres arrivées et d'autres matchs à débriefer. En parlant de match, on va débriefer un double ration pour ce dernier match amical. On va revenir sur Clermont Foot TFC. Messieurs, vous avez fait le déplacement, vous avez traversé le sud de la France, direction le centre, pour vivre ce match, alors qu'il y avait La Montagne qui le diffusait sur sa chaîne YouTube. Déjà, première question, pourquoi y être allé? Parce qu'on aime les paysages atypiques, la France du terroir. Et puis on aime bien parler des choses que l'on voit aussi. Ouais. Donc moi, j'avais pas vu le TEF encore jouer cette année, enfin en vrai. Et puis j'avais envie de les voir en vrai, quoi. Pour être honnête, je voulais analyser la conduite de Fred. Non, et plus sérieusement, une vraie question, parce que c'est quelque chose qu'on a vu sur les réseaux avant de repasser au débrief des 2 matchs. Quel intérêt vous trouvez dans les matchs délocalisés sur les enceintes où on a, en tout cas, je ne sais pas comment c'était en réel, mais d'image, on critique un peu le terrain qui n'a pas l'air non plus excellent, des risques de blessures ou autre. Est-ce que vous y voyez toujours un intérêt à ce genre de match dans des conditions pareilles? Alors par exemple, l'intérêt de ce match, moi je l'ai découvert après, c'est même c'est sûr, donc Aurillac est un club satellite du TFC. Donc Clermont étant à peu près à mi-chemin entre... Ils sont plus près, ces cons-là quand même. Ouais, mais bon. On l'embrasse. Donc Aurillac était donc à mi-chemin. Donc l'un dans l'autre, c'était logique qu'on aille à... À vol d'oiseau peut-être, mais nous on a tourné pour venir. On a tourné, on a eu un passage où c'est qu'on a tourné. Quoi. Ouais. Mais on est bien arrivé. On est bien arrivé. Après c'est bien que des clubs amateurs comme ça reçoivent le soutien de clubs pro, puisque ça leur fait quand même une recette. Je crois qu'il y avait 1600 personnes, 1600 entrées payantes, plus la buvette à côté, tout ça. Surtout la buvette. Il faut tenir pleine chaleur de match. Donc à ces clubs-là. Après la pelouse n'était pas top, mais bon, il faut tenir compte de la sécheresse. Donc en ce moment, c'était pas non plus un champ de. C'était pas un champ de pommes de terre, quoi. C'était jouable, quoi.
Bon, puis il faut respecter ces clubs amateurs qui nous ont très très bien reçus, franchement. Là, au top. Donc aller critiquer des clubs comme ça sur le terrain ou sur autre chose, moi je trouve que c'est vraiment déplacé, quoi. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le débrief de ce double confrontation avec toi, Nathan. Oui, alors je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 2 matchs quand même, donc double ration. Donc pour ce premier match, Philippe Montagnier, il aligne le désormais traditionnel 4-3-3. Donc on a Dupé, Dessler, Rouault, Nicolaisen, Silla, Spearings, Van den Boomen, Shaibi, Ngoumu, Onayou et donc Ratao. Donc côté Clermont, à noter la présence des recrues. Andrich et le Lyonnais, donc l'ancien Lyonnais Maxime Gonalon pour le plus grand plaisir de Mehdi. Non, c'était pas moi. C'est que j'ai un de mes meilleurs potes qui est fan de Gonalon et il avait perdu la trace, il a retrouvé la trace, il a été très ému que je lui envoie une photo de Gonalon encore vivant sur une pelouse. T'as des potes qui n'ont pas internet encore, du coup alors si, mais c'était les tout débuts, c'est-à-dire que voilà, c'est les débuts des années 2010 quoi, donc c'est voilà. Donc on va débuter ce petit résumé. Donc sur une pelouse assez difficile, le match il débute de manière assez équilibrée. On sent que les équipes aient tenté progressivement de mettre leur jeu en place. Pas mal d'approximations, surtout côté toulousain, et des pertes de balles assez dangereuses, mais qui étaient mal exploitées par Clermont. Pas grand-chose à souligner, mis à part une bonne activité de Shaibi, qu'on a bien aimé en première mi-temps, dans la construction des actions et dans la projection vers l'avant. Il faudra attendre du coup la 32e minute pour assister à la première frappe cadrée côté toulousain, donc amenée par Dessler et Ngoumu, qui donne à Van den Boomen qui trouve les gants du portier auvergnat. Donc mi-temps, donc on peine à retrouver cette équipe type de champion de Ligue 2. Voilà, même Van den Boomen assez approximatif, assez lent aussi dans sa prise d'initiative, aussi dans la justesse des passes, c'était assez difficile pour lui. Dans la deuxième période, elle sera d'une toute autre qualité, puisque le TF a la même mise sur le match et empêche clairement de proposer du jeu. On a plusieurs situations, donc on ne va pas toutes les citer, mais une frappe de Spearings qui passe à côté, Ngoumu qui percute, qui sert Van den Boomen pour un sauvetage de la tête du défenseur clermontois, et Shaibi qui se procure 2 actions dans la fin du temps fort toulousain, qui oblige le gardien à de belles parades. Donc voilà, ça a eu du mal à cadrer aussi côté toulousain. Et voilà, puis après, le match est équilibré dans le dernier quart d'heure et clairement, on a profité pour, sur l'une de ses seules occasions, de profiter de l'erreur de Dupé. Sur son unique occasion. C'est ça. De profiter de l'erreur de Dupé. Ils en ont une derrière, je crois. Et donc mais jusque-là, c'était leur unique, pardon. D'ouvrir le score par Gatien. Donc voilà. La première défaite du TF qui n'était pas forcément méritée dans le contenu, surtout en deuxième mi-temps qui était quand même beaucoup plus aboutie que la première. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire ou si vous voulez que j'enchaîne avec le second match et qu'on fasse un débrief. C'était vraiment 2 équipes Ligue 1 qui étaient alignées pour le coup, ou c'était quand même un petit peu les 2 côtés, ça tournait un peu, ou c'était vraiment pour les 2 équipes un genre de compo qu'on peut voir dimanche? Je pense que du côté Clermont aussi, je pense qu'ils espéraient à 99% que c'était l'équipe qui démarre. Alors Clermont, ça sera pas la même, je pense, parce que le 9 s'est blessé. Andrick, on verra. Je sais pas comment on dit. Il joue plus de toute façon, donc c'est pas grave. Exactement, il jouera plus. Et de notre côté, oui, il y a peut-être 1 ou 2 incertitudes. Mais sinon, il était censé partir avec cette équipe-là. Je vois pas pourquoi on partirait pas avec celle-là, quoi. De toute façon, c'était un peu pas l'inconnu de début de match, mais on attendait tous de voir qui allait jouer, quoi. Donc là, en effet, à 1 ou 2 exceptions près, je pense que ça sera l'équipe qui va commencer dimanche contre Nice. Et encore avec un système très bizarre. Ouais. Voilà. C'est pas un vrai 4-4-2, c'est pas vraiment un 4-2-4, parfois c'est un 4-2-3-1. C'était très très bizarre. Des fois il y a un no man's land au milieu. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, Vincent. Si tu veux, on peut faire les enseignements à tirer de ce match-là déjà. Tactiquement, on n'est pas prêt. D'accord. Notamment au milieu de terrain, où soit c'est voulu, c'est du déséquilibre complètement assumé. Et ok, mais ça veut dire qu'il va leur falloir en faire beaucoup plus au niveau des efforts. Alors je sais qu'on est en fin de prépa, mais bon, il y a match dans 1 semaine. Soit il y a du boulot, et la 3e option, c'est qu'il va vite falloir abandonner ce schéma-là si on a ces joueurs-là.
parce que dans ce 4-2-4, il faut que tu aies un milieu qui puisse percuter balle au pied, te remonter les ballons. Or, on ne l'a pas. Van den Boomen, c'est par la passe qu'il fait cela. Il le fait superbement bien, mais c'est par la passe. Donc on manque de percussion, d'où l'idée, et c'est ce que je leur disais, de Rassoul Ndiaye à mon avis. J'espère qu'il arrivera parce qu'il a totalement le profil, il joue comme ça de toute manière à Sochaux. Voilà, et Spearings il fera pas ça, Jean-Ro non plus, De Jager non plus, on les a vus sur le second match. Donc voilà, il faut à tout prix quelqu'un là-dedans. Et ensuite, l'autre chose, le positionnement de Shaibi. Alors bon, est-ce qu'il vient vraiment jouer comme deuxième attaquant? On a l'impression que défensivement, effectivement, c'est un 4-4-2, c'est à peu près logique. Parfois, il est peut-être pas assez bas pour venir demander les ballons, venir participer plus que ça. Et lui, qui a quand même une puissance physique pour son âge, il est quand même tanké, le gamin, franchement. C'est la première fois que je le voyais vraiment jouer. Alors, il a plein de défauts, il n'est pas encore totalement constant sur la durée d'un match, mais il est intéressant. Donc voilà, moi je pense que les axes de progression sont vraiment là. Après, on a souffert sur tous les autres matchs amicaux, là, c'était pas vraiment le cas. Honnêtement, non, franchement, on n'a pas du tout souffert. Je vois pas, je ne vois pas ultra en difficulté sur des périodes. Il y a toujours des conneries dans un match. On trouve tous, je pense qu'on est tous unanimes. Nicolas Hyssen, ça a été un putain de diesel depuis l'année dernière, mais là il a trouvé son rythme de croisière. Voilà, c'est quand même un rock. Si là, ça fait à peu près le boulot pour le début de saison, ça ira très bien. Ouais, ça fait le boulot. Voilà, Rouault, de toute façon, il n'y a personne, je pense, qui en trouvera et qui nous dira qu'il ne faut pas qu'il joue. Dessler aussi. Ah si, il y a l'incertititude du gardien. Voilà. Et ça, pour moi, ça va être la grande interrogation de l'année, pour l'instant en tout cas, à moins qu'il y ait une révélation. Là, à l'heure actuelle, pour moi, le poste de gardien est un énorme problème. Et également, Mehdi, la doublure de Dessler. Oui, mais ça, à la limite, tu peux commencer avec un arrière droit et tu vois, tu peux t'adapter. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Mais ne pas avoir de vrais gardiens titulaires, de vrais mecs qui s'imposent, pour moi, c'est un souci, quoi. Moi, la doublure de Dessler, je pense que ça posera peut-être souci dans la saison. Niveau recrutement, je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel là. Ouais, j'espère que ça viendra aussi. Ouais. On attend des réactions sur les réseaux. On a Lucas qui relève Ado, justement, ce match où il est un peu fantomatique et sa préparation en général qui était un peu difficile. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, la prestation de Ado, peut-être Henri? Alors, on trouve que Ado, de manière générale, certes, fait souvent de bons déplacements, il voit bien les choses, mais ça marque là aussi de bataille, de combat. Il se décourage très vite dès qu'il rate quelque chose, il ne sait pas de récupérer derrière. Là, il était vraiment en dessous, Ado. On a plus besoin de s'appuyer sur un avant-centre qui puisse un petit peu s'imposer par rapport aux adversaires, mais c'est pas le cas là. Alors je ne sais pas si c'est de la nonchalance, si c'est parce qu'il a vu arriver Dalinga et qui se dit si Riss reste, je vais être le troisième attaquant. C'est pas très chouette pour moi. C'est comme ça qu'on l'imagine en l'état actuel, de toute manière. Tout à fait. Pour l'instant, avec un attaquant qui arrive, qui a coûté assez cher et le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. Quel autre poste que le poste de remplaçant pour Ado, en sachant que les côtés sont maintenant complètement bouchés, quoi. Il donne l'impression de manque de motivation, quoi. C'est une impression qu'on a, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qu'il a dans le crâne, mais là c'est vrai, peut-être un peu perdu, peut-être aussi avec le nouveau système. Peut-être ça. Bon, après, moi je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Non, non plus. Non. Parce qu'en fait, en live, là, quand on était donc à la mi-temps, donc au match, on s'est dit, on était un peu inquiet sur la prestation du TEF, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a rien démontré. Clermont a montré un jeu beaucoup plus huilé que nous, notamment au milieu, avec Johan Gastien qui, comme le disait Mehdi, qui a fait un très très grand match, qui a été un peu éteint en deuxième mi-temps, mais comme l'ensemble de l'équipe de Clermont. Mais moi j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il y a eu quelques combinaisons. Il y a eu 2-3 mouvements assez sympas, mais le gros problème, c'est qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un à la surface. Et ça a été, et même en seconde mi-temps, quand on a réussi à trouver une personne à servir dans la surface, on n'a pas marqué. Mais la première mi-temps n'était pas si mauvaise que ça. La seconde a été très très bonne. Moi j'ai vu des bons mouvements, donc Ado a participé, Ratao aussi, tout ça. Moi j'ai vu une très très bonne deuxième mi-temps et franchement perdre 1-0. Alors autant on avait gagné donc 1-0, donc la Real Sociedad c'était un hold-up,
autant perdre autant perdre ce match contre une équipe de Ligue 1 quand même. Moi je trouve ça donc très encourageant. D'autant plus que les journalistes de la Montagne qui étaient auprès de nous disaient que c'était la plus forte opposition dans les matchs de préparation que Clermont avait rencontré. Donc c'était le match qui leur a posé le plus de difficultés en réalité. On va continuer du coup ce débat-là sur la hiérarchie des attaquants. Je pense que c'est aussi un des enseignements. Justement avec le débrief du deuxième match où on a vu quelques revenants pour le coup. Ah non, ça c'est sûr que Montagnier n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Non. Attends. Pour ce deuxième match, Montagnier va aligner donc un 4-2-4 ou un 4-4-2 selon les phases. Donc c'est une équipe organisée avec Abouklal et Begraoui dans des rôles déliés. Et Dalindra et Ilé en 9. Oh la prononciation. Bravo. Attention, Harry. J'ai eu prof de néerlandais. Ouais. C'est de la concurrence. Ouais. Donc en début de match, on va essayer de faire vite. Ça se trouve bien entre les recrues. Il y a des occasions à souligner. Il y a eu le coup franc de Jagereux et un gros cafouillage aussi dans la surface clermontoise. C'était moins bien organisé que la première équipe au niveau des actions construites, mais ça a su se procurer des actions assez dangereuses. Donc Toulouse fait le jeu et se procure les occasions les plus dangereuses. Mais comme au match précédent, Clermont va ouvrir le score contre le cours du jeu sur une frappe qui est similaire en plus à la première. Donc voilà, malgré un début encourageant, les Violets ils ont concédé l'ouverture du score. À noter une activité intéressante de Zanden sur son côté qui était peu aidée par le repli de Abouklal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et devant, Ilé et Dalinga possèdent un jeu similaire et peine à combiner. J'ai l'impression qu'ils se marchaient un peu dessus moi, quand ils ont joué ensemble. Donc au retour des vestiaires, Ilé il est remplacé par Skita. Le TF va basculer donc dans plutôt un 4-3-3 avec Jean-Ro, De Jagereux et Skita au milieu et Abouklal, Begraoui sur les côtés et Dalinga devant. Donc le titre TFC va continuer sur la même dynamique que la première mi-temps. Donc 2 occasions coup sur coup avec Begraoui qui a été plutôt intéressant je trouve dans son jeu, mais qui pêche vraiment dans la finition et qui a quand même loupé deux grosses occasions. Et voilà, quelques minutes plus tard, il n'avait pas réussi à pousser un ballon aussi au fond des filets qui traînait un peu dans la surface. Donc une belle activité, mais voilà, qui n'est pas récompensée par ce but. Et voilà, et comme sur le premier match, Clermont, qui n'a pas été non plus hyper dangereux, va faire le but du break dans le dernier quart d'heure aussi. Donc voilà, le TF concède 2 défaites, mais voilà, il y a quand même Moi personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'enseignements tirés positifs, malgré le score. C'est très rare aussi de voir le TF pas marquer de but en 2 rencontres, mais dans le contenu, dans l'animation, aussi dans l'impact qu'ils mettent dans les matchs en étant menés, je trouvais qu'il y avait une bonne réaction. Alors, je pense qu'il a manqué d'un tueur devant, d'un neuf pour mettre les actions qu'on s'est procurées. Mais je trouve, sur les 2 matchs, il y a eu 2 bonnes mi-temps. Il y a des choses à revoir aussi. On a parlé tout à l'heure au milieu de terrain où je trouve que des fois c'est un petit peu léger. Ça manque d'organisation, ça manque d'impact, ça manque de... même s'il y a du jeu qui est créé, il y a toujours ce côté-là où il manque d'un tueur. On a eu du mal devant avec Daliga pendant la préparation. On peut panier aussi que c'était quand même assez brouillon. Le deuxième match c'était complètement brouillon, que des nouveaux. C'était franchement... sur le deuxième, moi je trouve honnêtement que le score est presque logique. Alors on aurait mérité d'en mettre un aussi, parce qu'on s'est procuré des grosses occasions, mais le score était logique. Et après c'était quand même un peu le match des coiffeurs. Honnêtement, on est tous restés pour voir les recrues, quoi. Et puis ça a un peu baissé les bras, j'ai pas vu. À l'image d'Abouklal que je trouve. Non, Abouklal il a été catastrophique. Très décevant. Très décevant. La première mi-temps non plus n'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'en seconde, invisible qu'on l'a. Par rapport aux autres matchs, on le reconnaît plus. Et puis, je sens qu'il va nous énerver, lui, parce que. on voit qu'il a du potentiel. Cours alternatif. Mais ça va. J'espère qu'il sera pas un peut-être à claque comme ça, effectivement, parce que à son poste, il jouera pas des masses, parce que Rastao commence à gagner un petit peu en constance là-dessus. Alors il y a des fulgurances dans le match, mais je veux dire à tous les matchs il en a au moins. Rastao il a fait. C'est le meilleur joueur de la prépa pratiquement. Ça on en reparlera. C'est le meilleur but de la prépa avec 4 buts. Super affûté. Et sur les nouveaux quand même, évoquer les recrues, parce que c'était le premier match de Zanden. Alors il prend bien le couloir, il s'affile bien sur le couloir, mais ça file bien aussi dans son dos. Il va falloir qu'il s'habitue à ça. Effectivement, Abouklal l'a aidé absolument à rien, mais à mon avis, il a beaucoup de lacunes là-dessus. Après, offensivement, la patte gauche, elle dépose le centre
alors je dirais pas à chaque fois où il veut, mais pratiquement. Ça va nous changer des centres d'Isiaga Silla, il est loin derrière le but. Ça va être beaucoup plus fin techniquement. Par contre, défensivement, il y a encore du boulot, alors qu'Isiaga Silla est réglé depuis quelques années. Il a fait un très bon match. Enfin, oui. Silla, il a fait un très bon match. Et Dalinga, généreux, altruiste. De mieux en mieux, Dalinga. Ouais, ça monte. Beaucoup dans l'anticipation, beaucoup dans la prise d'information. Je trouvais qu'il avait une intelligence de jeu devant, un appui, un remiseur. Et puis, Zenden à revoir. Bon, après, ça reste des jeunes, hein, c'est de la post-formation. Le type, il débarque là. Il y a 15 jours qu'il est là. Mais oui, il a montré quand même quelques carences défensives. Bon, offensivement, ça a l'air d'aller. Dalinga, moi, je pense que c'est une bonne pioche. Donc, à s'affirmer encore. Mais C'était qui l'autre ? Il y en avait un autre. Tu recrutes ? Ouais, c'est 3 ? Il y en a seulement 3 ? C'est moi qui lis mal. Non. C'est parce que Begraoui jouait pas l'année dernière. Rapidement, du coup. C'est Hogg, le gardien. Oui, c'est Hogg, oui. Rapidement, si on fait le bilan de ces deux matchs, vu qu'on a pu voir tout le monde, est-ce qu'il y a un joueur qui a marqué des points, par exemple de l'équipe 2, entre guillemets, qui pourrait avoir postulé une place dimanche, et à l'inverse, est-ce que des joueurs vous ont particulièrement déçus ? Je pense pas par rapport à la prestation que fait Dupé, et avec aussi le match contre Montpellier aussi, où il n'était pas exempt de 3 reproches. Je pense que effectivement, la concurrence avec Hogg, à la limite, on peut se poser la question qui va débuter. Mais tu le sens pas non plus hyper serein. Pour moi, c'est un souci. Il n'y a pas de gardien numéro 1. Ils sont aussi moyens l'un que l'autre pour l'instant. En fait, il n'y a pas de concurrence parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui tire vers le haut. C'est ça, ils sont moyens tous les deux. On ne peut pas trop se faire donc bon, c'est kiff-kiff. Moi, juste l'incertitude. Alors, je ne suis pas sûr qu'il partira comme ça, mais que ça soit. Alors ici, c'est peut-être un peu tôt parce qu'il a eu que 45 minutes dans les jambes, mais on a senti qu'il était à peu près en canne quand même par rapport à l'envie en tout cas. L'envie, ouais. Mais Dalinga à la place d'Ado, c'est peut-être la seule incertitude avec le poste de gardien qu'on peut avoir pour Nice. Voilà. Sinon, après, Chahi a gagné sa place. Moi, je ne l'enterrerai pas si vite, Ado, quand même. Non, mais je parle pour le prochain match. D'accord. Ouais. Par rapport à ce qui s'est passé. Après, s'il faut, ça sera pas du tout. Après, moi, j'ai trouvé sur le second match la paire Costa Diarra pas mauvaise. Oui. Mais Diarra à son poste, c'est pas mal. Hein. Même Costa, je l'ai trouvé même assez bon avec des interventions autoritaires, donc du calme aussi. Donc on sent qu'il y a une progression. Donc ça va poser problème pour Bafo Diakité quand même quelque part. Non mais c'est fini lui. Ouais. Tu le sens qu'il est plus là, il est baladé une fois à gauche, une fois à droite. Il rend service, etc. Et après, mais on y reviendra dessus, je pense, c'est sur le nombre de joueurs qu'on a dans cet effectif, quoi, qui me semble un poil large, quoi, quand même. On avait Mvo et Skita qui ne sont rentrés qu'en deuxième mi-temps du second match. Et qui apportent pas. Skita, ça a été à peu près, mais il n'y a pas de constance. Même à l'intérieur du match, il n'a pas de constance, par contre. Bon, allez, on a fait le tour du coup de cette double confrontation contre le Clermont. Très bien pour Auxence. Il a gagné sa place, je veux dire, dans la rotation pour les 2-3 premiers matchs, il rentre en jeu. On ne chambre pas Auxence. Et on ne chambre pas, c'est vrai. Justement, ça peut faire ce bilan de ces matchs amicaux. Après donc, ce match à Aurillac, on remercie une fois de plus l'organisation. Et pour le spectacle et pour tout, parce que c'était quand même aussi un challenge d'organiser un double match avec 2 équipes professionnelles. Le bilan quand même des amicaux, c'est quand même 18 buts marqués, une victoire 2-0 contre Nîmes, une victoire 6-1 contre l'Estac, une victoire 2-0 contre Pau, une victoire 1-0 contre la Sociedad, un match 3-3 contre Osasuna, une victoire 5-4 contre Montpellier, et donc cette double défaite finale 0-1-0-2 contre le Clermont Foot. Au final, sur quand même 18 buts, avec Ratao qui en plante 4, Shaibi qui en met 3, qui est clairement la révélation de ce révélation, et Ratao, une petite confirmation avec Nicolas Hyssen, je pense, sur la prépa aussi. Ngoumou de but aussi, Begraoui, De Jagereux, Sidibé, Skita, Bouklal, Dalinga, Nicolas Hyssen et Diarra qui ont tous marqué un but. C'est aussi quand même impressionnant de voir autant de joueurs qui marquent. Ça comme la saison dernière, hein. C'est de la continuité, je trouve, de la saison dernière où beaucoup de joueurs avaient marqué en championnat. Oui, d'accord. En championnat, oui, pas dans les amicaux, non. Après, au final, ça reste une préparation qui est hyper satisfaisante, quoi. Mis à part, on va dire, la Real Sociedad où dans le contenu, c'était pas terrible, où on va gagner sur un hold-up. Là, par exemple, le contenu du match de Clermont, il est quand même. Il y a des enseignements à tirer sur les deux. Comme j'ai dit, il y a 2 mi-temps qui se dégagent. Donc voilà, après. Mais on sent qu'on en a encore sous le pied malgré ça. Et puis ça peut nous faire du bien aussi, cette petite défaite avant, là, se dire, ça peut être des matchs qu'on peut rencontrer en Ligue 1 face à des équipes qui n'auront peut-être pas des fois beaucoup d'occasions. Voilà, donc pour moi, la préparation est quand même réussie. Ouais, c'est une bonne prépa. Ouais. Ça reste des matchs de prépa, mais
mais c'est une bonne prépa, quoi. Allez, on a fait le tour de la prépa. La prépa, c'est fini. Maintenant, on va passer à la Ligue 1 et voir si tout ça porte ses fruits, puisqu'on va passer à la présentation de TFC Nice ce dimanche. Rentrée, en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière Ah, il fait du bien ce jingle. On avait perdu l'habitude de la Ligue 1. C'est la Ligue 1 Orange, Conforama, je sais plus depuis le temps, ça fait tellement longtemps. La Ligue 1 Mareski. La Ligue 1 Mareski. Bon, allez, pour passer donc à cette présentation des premiers matchs, on a Ben, auditeur, spécialiste niçois qui est avec nous en ligne. Comment ça va? Oui, bonjour tout le monde. Bah écoutez, super, hâte de vous re-rencontrer. Hein. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas affronté. Je crois que ça date de février 2020. Une victoire 2-0 au Stadium de Nice. Si ma mémoire ne flanche pas. Bon, c'est pas un très bon souvenir pour nous, bon, un meilleur pour toi, j'imagine. Oui, non, mais après, franchement, cette année-là, qui n'a pas gagné à Toulouse. Alors Ben, déjà merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, suiveur de Nice depuis des années? Tu fais un peu de radio aussi? Ouais, suiveur de l'OGC Nice depuis, j'ai 20 ans, hein, mais ça fait depuis 11 ans que je suis abonné. Là je suis à la Radio France Blasure où je présente une émission quotidienne sur le gym. J'écris 2 bouquins sur l'OGC Nice. Un sur la décennie passée, un sur la saison passée. Et donc je pense que mon CV est déjà pas mal, on va dire, pour l'instant. J'attends de voir la suite. Et dans mon CV, je tiens à dire que j'ai visité le stadium et que c'est un beau stade. Ah, c'est un beau point. Tu reviendras dimanche? Je viens dimanche. Voilà, j'étais pour la dernière victoire 2-0 où, je vous raconte pas le déplacement parce que ça prendrait 10 minutes, mais c'était folklorique. Et non, je reviendrai dimanche avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé les gens et puis le stade. Est-ce qu'il est plus beau que l'Alliance Riviera du coup? Il peut être plus atypique et plus charmant. Ouais. Après, pas plus beau que le Ré, désolé. Ça c'est historique ça. Alors on va commencer un petit peu cette présentation de l'OGC Nice. Cette année, le mercato agité, changement de coach, beaucoup de recrutements. C'est quoi le bilan que tu tires de la préparation aussi avec les matchs amicaux? Ouais, agité, ça s'est agité hier, on va dire, avec les venues de Ramsey et de BKBK. Sinon, auparavant, c'était pas très agité. On a seulement signé Raresili, qui est un jeune Roumain qui joue au Steaua Bucarest, qui a fait un match amical avec nous. Et un jeune de Lille. Il y a Reda Belayan aussi qui est intégré le groupe pro, qui s'appelle Boimani, le joueur de Lille. Bon, il avait jamais joué en pro, donc c'était pas une recrue, on va dire, à proprement parler. Bouzka Kassi définitivement oui. Donc voilà, les 2 recrues majeures que sont BKBK qui vient de Moscou et Aaron Ramsey qui vient de la Juventus n'ont pas pu s'exprimer parce qu'elles sont venues seulement hier. Voilà, les matchs amicaux, beaucoup sont inquiets à Nice. Une seule victoire, 2 nuls de défaite. La victoire d'ailleurs c'était samedi face au Torino, 1-0 avec un but de Calvin Stengs qui revient bien d'ailleurs. Les gens sont un peu inquiets parce qu'on a gagné qu'un match et puis ça n'a pas été flamboyant. Mais je tiens souvent à rappeler que Lucien Favre à l'OGC Nice, c'est jamais de préparation de qualité. D'ailleurs, on s'était affronté en préparation lors du premier match, lors de la première saison de Lucien Favre. Match nul 1 partout au stade de Chalarman, dans un contexte un peu particulier, mais les préparations de Favre sont jamais bonnes. En tout cas au niveau des résultats, donc je me fais aucun souci personnellement. Voilà, en plus le contenu face au Torino était plutôt bon, surtout en deuxième période. Voilà, des bonnes sorties de balles notamment de Thuram, les joueurs qui s'entendaient bien, les automatismes qui commencent à venir. Et puis voilà, les recrues qui vont être incorporées petit à petit. Je vous fais pas le détail de tout ce qui va arriver, mais on parle. Bon, il y a du défenseur dans tous les sens, j'ai vu, de l'italien, non? Napoli, et puis voilà, Mazzaviti. Alors honnêtement, j'ai lu que c'est un défenseur central. 20 ans, prometteur, machin, mais je connais pas. Honnêtement, j'ai jamais pu jouer. En revanche, Kasper Schmeichel, c'est pas mal du tout. Il y a un CV là. Gardien de Leicester, il a passé une dizaine d'années là-bas, champion d'Angleterre de 2016. Je pense qu'il est même plus à présenter. Donc ça serait une très bonne opportunité. Donc le mercato, voilà, il reste encore des joueurs potentiels, un arrière gauche, un avant-centre. On parle de Thuram, de PA, de Kalimundo également. Donc on attend. En tout cas, je pense que ces futurs recrues seront un peu trop justes pour le match face à Toulouse, si c'est ça qui vous intéresse. BKBK, je pense. Ramsey, je vois mal débuter, ça c'est sûr. Et je vois même mal jouer ne serait-ce que 10 minutes en fin de match. Justement, quand tu... J'espère pour vous déjà qu'il jouera cette saison, Aaron Ramsey, parce que ça c'est un peu la recrue entre deux, quoi. Ça peut être rien du tout. Ça marche, hein. Ouais, c'est comme Balotelli, Ben Arfa et Sneijder. Bon, Balotelli, Ben Arfa, ça a marché. Sneijder, ça n'a pas marché. Donc écoutez, on verra bien. On peut pas se lancer dans des pronos, malheureusement.
il n'y a pas beaucoup de... Qu'est-ce qu'il apporterait Ramsey là, donc au gym, dans son jeu, dans son placement, enfin. Ouais, il va apporter du rêve, ouais. Ouais, c'est tout. Ouais, je pense. Parce que, ouais, du coup, au milieu de terrain, ça impliquerait des départs, non Schneiderlin, Rosario, Kefren Thuram, lui, il y a déjà pas mal de monde, non? Alors, Thuram, normalement restauré. Voilà, il y avait le PSG qui était dessus, et là, il y a plutôt de nouvelles. Puis, c'est un joueur clé de l'effectif, donc il restera. Restauré, on va rester au conditionnel. Pablo Rosario restauré aussi. Là, un peu de prétendant et joueur au milieu de terrain qui est titulaire. Là où il y a plus de changements de départ, c'est Lemina. Le salaire est un peu élevé et ça apparemment poserait, encore une fois, au conditionnel des problèmes au niveau extra-sportif. Là où au niveau sportif, il donne pour moi satisfaction. Chez Berlin, en revanche, on veut aussi qu'il parte. Voilà, c'est 250 000 € par mois, mais lui, veut rester, un cadre de vie, salaire un peu pas mal, on va dire. 250 000 € par mois. Ouais, 250 par mois. On n'a pas du tout les mêmes salaires ici. Montpellier pourra s'allaiter des bacs plus encore moins. Mais ouais, donc Berlin, on trop s'y part. Ensuite, il y a le petit Alexis Trouillet, je sais pas si vous vous souvenez de... Il était au Auxerre l'année dernière, il faisait beaucoup d'entrées en jeu, un joueur assez fin techniquement qui manquait de constance, quoi. Exactement, et bien il a fait quelques matchs en prépa et il n'a pas été retenu pour le match face au Torino. Okay. Donc la tendance serait un départ, comme Lucas Daconia qui était prêté à Clermont l'année dernière, qui est plus un ailier pour le coup, mais capable aussi de jouer en 10, qui partira aussi normalement. Oui, pas mal, mais un peu juste pour chez vous. Ouais, pas mal de mouvements à venir quand même. Hein. Donc l'équipe qui a été alignée contre le Torino, il y a de grandes chances que ce soit l'équipe qui débute au Stadium dimanche. Je pense. Là, comme ça, je pense que ça sera la même, ouais. D'accord. Il y a de grandes chances. Ouais, vous êtes quand même... Vu que le mercato est un peu tardif, moi, il me semble quand même que, en tout cas pour nous, qui sommes, je pense, plus avancés sur le mercato, même si on a recruté des mecs qui, apparemment, vont absolument pas jouer dès le premier match, ils étaient tous remplaçants lors du dernier match amical. On est quand même un peu plus en avance, je pense, là-dessus, et disons que je pense pas que vous soyez complètement prêts non plus, quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. Je pense que vous avez pu anticiper. Et puis le fait d'être champion de Ligue 2, ça amène une continuité. Voilà, on garde le même entraîneur. Ça, nous, pour le coup, Galtier est parti. Ça, je veux bien le dire, mais oui, Galtier est parti. Donc on a pris Lucien Favre. Lucien Favre qui a mis du temps à venir parce que Galtier devait partir au PSG. Donc Lucien Favre qui a été annoncé, je crois, le 26 ou 27 juin. Donc le temps ensuite qu'il se mette en place, même s'il est déjà venu par le passé, le temps que ça se mette en place, qu'il donne ses consignes. Et puis ensuite, on a changé de directeur sportif. Julien Fournier est parti vers le 10 juillet, quelque chose comme ça. Vous en avez toujours pas vraiment d'ailleurs. En fait, on a Dave Braceford là, qui est un Anglais, mais qui n'est pas spécialiste. En fait, c'est un... Il n'a pas un consultant anglais là qui l'aide, qui est de je sais pas où là? Ouais, c'est lui en fait, Braceford. Ouais. C'est lui le fameux super anglais. Mais en fait, lui à la base, il n'est pas dans le foot. Il est dans le cyclisme, mais dans la gestion, il est très bien. En fait, pour vous donner une anecdote, lui, il dort dans un mini-camion, dans une espèce de camping-car, genre dans son entraînement sur le parc. Il travaille de 7h à 22h tous les jours, quoi. Même au week-end. Un acharné, un servi de travail. C'est pour ça qu'il a réussi à avoir des bons petits joueurs à des coûts assez inférieurs à ce qu'on pensait, notamment BKBK, où je crois que c'est assez peu cher par rapport à ce qui était annoncé au début. Enfin voilà, c'est un mec qui travaille. Après, il restera pas dans le futur. Mais pour l'instant, voilà, l'acteur sportif a été changé une vingtaine de jours. On attend le suivant, mais ce sera pas de suite. Hein. Donc il n'y a pas de répercussions à court terme, on va dire, à ce niveau-là. C'est quoi les ambitions du coup de l'OGC Nice cette saison, niveau classement, niveau performance? Les ambitions? Oui. Honnêtement, il n'y a rien qui a été annoncé pour cette saison. Lucien Favre, à sa présentation, a dit qu'il visait un podium sur les 2 prochaines saisons. Et donc, si je te dis la même place que l'année dernière, mais avec du jeu, tu dis OK, non? Je te dis OK. Et un petit parcours de Coupe d'Europe. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. La Coupe d'Europe, ça conditionne aussi. Sachant qu'on l'a, je sais pas si vous avez vu, on va jouer ou le Maccabi Tel Aviv ou la Salonique. C'est quand? C'est fin août, mi-août? C'est quand ça? Alors le match aller c'est le 18 août, donc ou en Israël ou en Grèce, et le 25 août à domicile le jeudi. C'est abordable tout ça. C'est abordable, mais bon, nous on sait, une fois on sait qu'on avait gagné par Limassol, un club chypriote, en 2013, je pense que certains se souviennent. Ouais, mais tous les clubs français sont passés par des grosses bananes, donc t'inquiète pas. Ouais, bon, c'est clair, Lyon, c'est qui? C'était des Roumains, je crois. L'Astra Giurgiu, là, Opel Astra, ouais. Ouais, c'était ça. Pas de marque à l'antenne. Ouais, Saint-Etienne y est passé aussi avec des Finlandais ou des Norvégiens. Enfin bon, bref. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, c'est quoi que c'est mieux que Villarreal, là, honnêtement? Parce qu'il y avait Villarreal en potentiel. Ah oui, donc ça c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, sur Villarreal, tu l'as envisagé moins la Coupe d'Europe. Ah bah là, à moins que tu
fasses un match nul là-bas et que tu détonnes à domicile, que tu marques à la fin sur un contre, c'était honnêtement, je ne voyais pas gagner, quoi. Dans l'effectif actuel de l'OGC Nice, en tout cas celui qui pourrait jouer contre Toulouse ce dimanche, c'est quoi les points forts et les points faibles de l'équipe? Alors les points faibles pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop parce qu'il vient d'arriver Lucien Favre. Après, moi ce que j'avais beaucoup aimé face au Torino, c'est la projection de Kefren Thuram. Thuram, il avait été pas mal bridé par Galtier, c'est-à-dire qu'il restait pas mal à son poste, voilà, dans ce 4-4-2, un peu en 8, en 6. Il bougeait pas beaucoup. Là, pour le coup, avec Lucien Favre, notamment face au Torino, il redescendait pas mal chercher les ballons. Il y a une action qui m'a marqué vers la 60-65e, où il prend le ballon, il y a une sortie de balle avec Dante qui le relance à l'entrée de surface, et il fait un sprint quasiment jusqu'à la surface adverse. Et donc ce rôle un peu box-to-box, où il a vraiment parcouru beaucoup de kilomètres. La même chose pour Rosario d'ailleurs, je pense que c'est un point fort de l'équipe. Après, un point faible, je sais pas, parce que ouais, c'est compliqué. Les ailiers, je pense, si j'avais un point faible à dégager, ce serait les ailiers. Donc tant les ailiers offensifs que défensifs, c'est-à-dire que Gouiri, c'est très compliqué en ce moment, depuis le mois de janvier quasiment. À droite, c'était Brahimi qui était titulaire. C'était pas... C'est léger, ouais. Ouais, c'est léger, pour moi c'est léger. Enfin, moi je suis pas très Et fan. ça joue quoi, 4-2-3-1, 4-3-3? Ouais, 4-2-3-1, 4-3-3, ça dépend. Là, on avait commencé en 4-2-3-1, ce matin, à noter en 4-2-3-1. Mais ça s'est transformé en 4-4-3, 4-3-3, pardon, à la sortie de Thuram. Je pense juste par fatigue, hein, c'est pas par choix tactique. On avait fini avec Rosario en 6, avec au milieu de terrain, c'était Claude Maurice et Raresivi, je crois. Voilà, il me semble que ça avait fini comme ça face au Torino. Mais bon, Thuram jouera, quoi qu'il arrive, je pense, au prochain match. Enfin, il restera tout le match. Donc je pense que si on passe en 4-3-3, ça serait Thuram en 6 avec Rosario accompagné, je pense, de Claude Maurice ou peut-être s'il rentre en fin de match Ramsey ou BKBK. C'est typiquement son profil. Hein. Donc Lucien Favre, tu penses qu'il a l'effectif pour prôner son jeu ou il y a encore clairement des manques? Non, il y a des manques. D'ailleurs, Lucien Favre qui a joué chez vous. Ouais. En plus, vous connaissez bien. Mais il avait, paraît-il, poussé. Mais c'est là qu'il a appris sa philosophie de jeu d'ailleurs. Ah ouais? Et il me semble que, je sais pas si c'est quoi, c'est les années 80, donc s'il est passé avec. Ouais, ça. Il me semble qu'il y avait un coach suisse, mais c'est Jean Dupeux, exactement. Jean Dupeux. Et voilà. Je crois que c'était en 83-84. Il est resté un an. Et je sais pas, si Favre restait dans cette équipe-là, à mon avis, l'inspiration, elle est là. Il était arrivé vraiment avec dans la peau d'un très très bon joueur, technique, fin et tout, mais je crois qu'il était blessé en fait. Et donc il a passé un an blessé, et donc il est resté un an et ça a pas pris quoi. Mais c'est quoi la question déjà? Je suis désolé. On a bifurqué sur l'histoire là, c'est sur l'effectif, si Lucien Favre et tout ça. Ouais, si dans le jeu que veut prôner Lucien Favre, est-ce qu'il a, donc à ce jour, est-ce qu'il a l'effectif pour? Alors il a poussé un coup de gueule à l'issue du deuxième match amical, il me semble, ou du troisième, je sais plus, donc mi-juillet, par rapport à l'effectif. Il disait non, mais avec cet effectif, moi je peux pas faire des miracles, hein, je suis pas magicien. Là, avec cet effectif, on fait rien. Donc, en tout cas, on n'atteint pas les objectifs annoncés. Après, au niveau du jeu, oui, on a commencé à beaucoup plus se régaler. Après, c'est sûr qu'avec Galtier, on ne se régalait pas du tout. Donc, le contraste est plus fort. Mais on a commencé à beaucoup bien apprécier les matchs amicaux, ce qui est rare. D'ailleurs, même pour moi, d'habitude, ça m'ennuie un peu. Mais j'ai vraiment bien apprécié, notamment face à la Roma pendant la première heure de jeu, la première demi-heure. La dernière demi-heure, c'était plus compliqué, mais la première heure de jeu, c'est vraiment qualitatif. Et pareil, face au Torino, vraiment, on s'est bien régalé. Après, voilà, il y a quand même des manques. Hein. Enfin, je veux dire, Claude Maurice en 10, c'était pas mal aussi. Il avait beaucoup de succès avec Galtier, mais quand on lui laisse les clés du jeu, c'est pas mal. Quelques pertes de balles, un peu frêles, notamment sur les appuis. Je sais plus si c'est un bien robuste, bien à la Cahuzac. Je pense que ça plaît pas trop à Claude Maurice. Mais voilà, je pense pas encore que l'effectif soit parfait pour lui. BKBK pourra apporter cette touche technique. Ramsey également, le peu de fois il va jouer, je pense. On va pas se leurrer, il va pas faire 38 matchs. Mais voilà, et puis d'autres apports. Après, même Delors, il y avait des doutes, notamment sur le fait qu'il puisse apporter du jeu, etc. Je pense que ce sera pas du tout son rôle avec Favre. Hein. Ce sera comme Balotelli, ça sera un mec, un point d'appui, et puis voilà, tout simplement point d'appui. C'est ce qu'il avait fait face au Torino. Quand Boulka n'avait pas de possibilité de jeu court, il balançait sur Delors qui joue en point d'appui, contre le poitrine ou remise de la tête. Et voilà, donc. Mais c'est fini, là, ils vont faire ça au PSG, c'est fini, oublie ça. Hein?
C'est fini, oublie ça. Ils vont faire ça au PSG, le boom devant pour les attaquants et on est solide en 4-4-2. Oublie, c'est fini. Maintenant, toi, tu vas jouer. Avec Favre, vous allez jouer. Oublie. Ouais, ça va plus jouer, quoi. Tiens, ça change. Ça change. Du coup, quand on voit le contexte que tu nous présentes avec une équipe pas encore prête à 100%, c'est quoi ton regard sur ce match, sur le TFC et même ton prono, si t'en as un? Très, très apeuré, évidemment. Enfin, nous, on sait que les promus, c'est toujours difficile à aborder. Je suivais un peu quand même toute la saison dernière avec votre fameux Van Den Boomen, voilà. C'est ça. Super joueur aussi. Vous aviez un effectif, franchement, un super effectif. Vous avez fait partie des rares équipes descendues de Ligue 1 à avoir renouvelé l'effectif de façon intelligente avec des jeunes. Voilà, j'avais un peu peur quand vous aviez perdu Amin Adli il y a un an de ça, quasiment. Ouais, c'est ça, il y a un an. Finalement, vous êtes super bien reconstruit. Non, vraiment, je crains ce match-là parce que c'est un promu et que souvent ces matchs-là face à des promus ou des petites équipes, dites petites équipes, attention, de maintien, etc. Oui. On s'accorde, on est une plus à l'heure actuelle en tout cas, cette saison, on va pas te dire le contraire, on est une plus petite équipe que le GC Nice. Ça fera dégonfler les melons un peu aussi. Hein. Non, mais vous pouvez faire une bonne saison, je pense. Mais en tout cas, on va se méfier, c'est sûr. Bien sûr. Et puis nous, on n'est pas encore prêts à 100%. Donc en plus, on joue là-bas. Ouais, c'est surtout ça, c'est que c'est. Voilà, c'est le premier match de la saison. Pour nous, franchement, on est sur l'engouement de la saison dernière. Voilà, donc nous, moi je dirais que pour nous, c'est le moment de prendre ce genre d'équipe, quoi. Mais bien sûr, tout à fait. Allez, pour terminer, ton prono, c'est quoi du coup pour ce match? Mieux vaut prendre Nice en début de saison, je pense que. Après, s'il faut, on va faire comme en 2016 et on va avoir un début de saison canon et on l'aura pas vu venir. Attention. Après, mon prono, je sais pas. J'ai envie de croire quand même en la victoire, mais en étant raisonnable, ce sera un match nul un partout, je pense. D'accord. Très bien. Et tu veux pas parier à quelle heure tu vas venir à la buvette avec nous plutôt? Ça, c'est l'invitation, ça. J'aimerais bien, mais tu sais quoi, malheureusement, avec ces putains d'arrêtés préfectoraux, on ne peut même pas, je crois, aller dans Toulouse, et en fait, on doit venir à 11h30 à un péage. C'est ça. On sera escorté comme si on était des dangereux criminels. Ouais. Et vous êtes en cage après. Moi, c'est pas spécialement mon cas, hein, ça, je veux dire, j'estime pas être un criminel, hein. Mais on sera escorté, machin, et puis on sera mené en parcage, mais c'est regrettable, hein, parce qu'en plus, je connais pas mal de gens sur Toulouse, j'aurais bien aimé boire un coup avec eux. Moi, j'étais allé à Saint-Etienne la saison dernière, alors qu'on était interdit, on a passé un super moment avec les supporters des Verts. Donc, non, mais c'est dommage, ce genre de choses. J'aurais bien aimé venir avec vous et d'autres personnes, mais bon, c'est comme ça. Oui, on va faire le tour des chroniqueurs rapidement, des pronos, Henri, ton prono? 2-2 comme l'an dernier, match d'ouverture compliqué. Fred? Bon, allez, un petit 2-1 pour nous. Adoratao. Mehdi? 0-0. Nathan? Un partout. Elliot? Comme Ben, 1-1. Écoute, moi je vais dire 2 partout aussi, et quoi, ça on aura fait le tour. Pas trop optimiste, pas trop pessimiste non plus, et ça lance quand même une saison. Merci beaucoup. Belle saison à vous en tout cas. Mais merci à toi Ben. Après, ça fait du bien venu. de reparler là de nom de Ligue 1, ouais. Ouais, l'année dernière, franchement, l'année dernière, c'est la même chose. On le faisait avec Rodez, Pau, Grenoble. Bon, tu vois, au GC Nice, ça sonne un peu mieux, quoi. Ouais, plus de soleil, on va dire aussi. Ah putain, c'est clair. Même. Ah là, écoute, sur la plage, tranquille. Écoute, viens à Toulouse de plage, on fera des jongles. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Écoute, du coup, pour te suivre sur France Bleu Côte d'Azur, c'est ça? Ouais, alors on a une émission tous les jours de 18 à 19h, pardon. Une demi-heure 100% Lyon et une demi-heure autre sport azurien. Et puis, même sur mon compte Twitter que vous avez mentionné, pour ceux qui veulent suivre. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à le suivre. Merci beaucoup, bon match dimanche et que le meilleur gagne. Et si match nul, Thomas sera content. Quant à nous, on peut se souhaiter une bonne soirée, bonne reprise à tout le monde. Je pense que beaucoup seront au stadium. C'est déjà fini, on est déjà un petit peu à la bourre. Le temps additionnel est plus que terminé. Heureusement, il y a eu la VAR, donc on peut continuer un petit peu. Et voilà, donc on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Le présentateur est toujours aussi beau. En fait, les présentateurs sont aussi beaux. J'enlève un bouton si vous voulez en direct pour inciter les gens à venir sur le Facebook Live. Maintenant, plus je galère à le faire. Bisous aux absents. À dimanche pour ceux qui veulent venir. En tout cas, on se retrouve dimanche. On fera un grand coucou. Nous, on sera porte 7 la majorité, à part Nathan qui sera porte 12. Voilà. Henri aussi? Non, je suis à Nonneur Sud, pas très loin de chez Nathan. Voilà, donc il y aura la feuille de match partagée à 2 équipes. Quand même. Il a chemise. En tout cas, vous verrez de la feuille de match peu partout. Allez le TFC dimanche et bienvenue à Ligue 1 à nouveau. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.